Tchou. Bonjour à tous, c'est GG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on a un petit peu du lourd. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais super bien, merci. Et toi? Sympa ton t-shirt NASA aujourd'hui, prêt pour viser les étoiles avec les news du jour. Quelle est la première qui décolle? Alors aujourd'hui, on va commencer avec une news. Alors c'est une marque que j'aimais pas trop relayer, avec qui je suis plus en deal. C'est la marque Humidigi qui nous propose des nouveaux modèles de la série Note 100. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces modèles, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont les trucs, parce que en fait, je suis un peu leur modèle, et il y avait eu le modèle G9, je crois, qui leur ressemble fortement, et là il y a la Note 100. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces modèles, pourquoi ils sont bien, pas bien, leurs caractéristiques techniques, comparé avec la concurrence, comme d'habitude. Alors, parlons de cette nouvelle série Humidigi Note 100 qui se décline en 3 modèles. Le Note 100 5G, le Note 100 et le Note 100A. D'accord. Humidigi revient avec une offre qui se veut accessible et polyvalente. Voyons en détail ce qu'il propose. Humidigi Note 100 5G, le haut de gamme. Ce modèle est le plus performant de la série. D'accord. Écran, une dalle de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour une fluidité visuelle agréable. Processeur Unisoc T765 octa-core qui offre des performances correctes pour du multitâche ou des jeux légers. Caméra, un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de 2 autres capteurs, macro et profondeur, et un capteur frontal de 16 mégapixels. Batterie, une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 watts. Connectivité, compatible 5G avec NFC et même une touche personnalisable Express Key. Prix estimé aux alentours de 250 €, ce qui reste compétitif. Humidigi Note 100, l'équilibre. C'est le modèle intermédiaire. Processeur légèrement en retrait. Le Unisoc T615 octa-core. Les caractéristiques d'écran et de caméra restent similaires au modèle 5G. Un excellent choix pour un usage quotidien, sans la connectivité 5G, pour un prix plus contenu, autour de 200 €. Humidigi Note 100A, l'entrée de gamme. Ce modèle mise sur l'essentiel, un écran 120 Hz pour une belle fluidité à ce niveau de prix. Une caméra principale de Tasben. Une batterie toujours solide à 5000 mAh. Disponible à moins de 150 €, parfait pour les budgets limités. D'accord. Comparaison avec la concurrence. Si on place ces modèles face à des concurrents comme le Redmi Note 12 Pro ou le Realme Narzo 60, le Note 100 5G est compétitif avec son écran 120 Hz et son prix agressif. Mais il manque un peu de puissance brute face à un MediaTek Dimensity ou Snapdragon. Carrément. Les capteurs photo, bien que corrects, restent en deçà des standards de Redmi avec ses 108 mégapixels. Son écran AMOLED. Niveau autonomie, Humidigi tient la route, mais la charge rapide de 20 watts est un peu dépassée par des modèles à 33 watts ou plus. Point fort et faible. Point fort, une gamme pour tous les budgets. Design moderne et choix de couleurs attractifs. Écran 120 Hz sur toute la gamme. Point faible. Performance limitée pour les utilisateurs exigeants. Caméra assez basique. Charge rapide, pas au niveau des concurrents. En résumé, la série Humidigi Note 100 est idéale pour ceux qui recherchent un smartphone fonctionnel et abordable. Elle ne rivalise pas avec les ténors comme Redmi ou Realme sur les performances, mais elle tient la route pour un usage quotidien à petit prix. Alors Greg, qu'est-ce que tu en penses? Pas du bien, en fait. Alors, le midi, je me rappelle, là-bas, c'était des associés. Moi, j'en connaissais un des deux. La dernière fois que je l'ai contacté, il m'a dit, non, mais en fait, j'étais associé, j'ai vendu la boîte à mon associé, donc c'est plus lui qui gère. Et on sent qu'ils essaient de changer un peu leur politique et je m'y perds un peu, Alors, par exemple, quand on regarde sur le site de Humidigi AliExpress, on voit qu'on a la série G9 qui propose les mêmes modèles avec le G9A, le G9T, qui sont les versions 5G, quasiment à des prix qui sont similaires, enfin, quasiment moins chers, avec des Unisoc et tout. Bon, je pense qu'ils ont leur marché et qu'ils ciblent là-dessus, mais qu'en France, ça marchera pas. Les gens préféreront pour un peu plus cher, soit avoir du Samsung, du Realme ou du Redmi, que de miser sur des téléphones Humidigi dont la fiabilité, on sait pas trop ce que ça donne, des processeurs Unisoc, des performances un peu en retrait. Je pense que Humidigi, on sent qu'Humidigi n'a plus de potentiel en Europe. Et voilà, c'était juste pour en parler un petit peu, parce qu'ils sont quand même encore là, et c'est important. Bon, tu peux faire une petite conclusion rapide parce qu'on doit enchaîner, on a une autre news. C'est vrai, Greg. Humidigi reste une marque qui peine à trouver sa place, surtout en Europe où les utilisateurs préfèrent souvent des marques plus établies comme Samsung, Redmi ou Realme. Avec des processeurs Unisoc,
Des performances modestes et une fiabilité incertaine, ces modèles semblent mieux adaptés à des marchés émergents qu'à un public européen plus exigeant. La série Note 100, bien que compétitive sur le papier, ne parvient pas à convaincre face à une concurrence plus solide et mieux positionnée. On passe à la suite, Greg? Quelle est la prochaine news du jour? Alors, la prochaine news, je voudrais que tu nous parles, enfin, que je vais présenter. Je suis allé sur le market et j'ai trouvé un nouveau bracelet pour mon Mi Band. J'avais déjà testé un bracelet qui était un peu élastique, dont certains disaient qu'il se détend et tout. Enfin, moi, je le porte H24, c'est très bien. Mais j'ai trouvé un autre bracelet, j'aimerais que tu nous le présentes un peu. Et moi, après, j'en parlerai, puisque je vais le présenter un peu en caméra aux autres. Voilà. Quel est l'intérêt de ce bracelet par rapport aux autres? Je te laisse faire l'expo et moi, je le représente en vidéo. Bien sûr, Greg. Parlons de ce nouveau bracelet magnétique en acier inoxydable que tu as déniché pour ton Mi Band et qui s'annonce comme une option à la fois pratique, élégante et abordable. Design et matériaux. Ce bracelet est fabriqué en acier inoxydable milanais, un matériau connu pour sa durabilité et son look premium. La finition en maille offre une respirabilité optimale, idéale pour un port prolongé, que ce soit au bureau, en soirée ou pendant tes séances de sport. Avec sa boucle magnétique, il s'ajuste facilement à tous les poignets et reste bien en place, sans les tracas des fermoirs traditionnels. Compatibilité et couleur. Il est compatible avec les Mi Band 9, 8 et même les anciens modèles comme les 7, 6 et 5, ce qui le rend très polyvalent. Niveau couleur, tu as de quoi personnaliser ton look avec des options comme noir, gris, rose, or et gunmetal. Que tu sois en mode casual ou professionnel, ce bracelet saura rehausser ton style. Prix et avantages. Le point fort, son prix imbattable, seulement 2,66 € sur AliExpress. À ce tarif, il surpasse les bracelets officiels, souvent plus chers et moins esthétiques. Et malgré son faible coût, il offre un confort et une qualité surprenants. Comparaison avec la concurrence. Bracelet sport officiel Mi Band, 10 €. Solide et adapté au sport, mais au design très basique. Bracelet en nylon ajustable, 5-7 €. Plus léger, mais moins durable que l'acier inoxydable. Bracelet en cuir, 15-20 €. Élégant, mais moins adapté pour une utilisation sportive. Avec son rapport qualité-prix, ce bracelet magnétique se positionne comme une excellente option pour ceux qui veulent personnaliser leur Mi Band sans se ruiner. Greg, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau bracelet? Eh ben, je suis pleinement convaincu. Alors, moi, pour information, sur le market, je l'ai payé 10 yuan. 10 yuan, ça fait environ 1,30 €. À savoir que j'ai pas négocié. Quand t'en veux qu'un, que t'arrives comme ça et tout, voilà, le mec, j'espère que tu fais chier, mais t'en veux qu'un, voilà. Donc 1,30 €, 2,60 € sur AliExpress, savoir qu'il y a les frais de port. Il est pas parfait, encore une fois, ça reste du métal, mais ce qui est bien, c'est que il sent pas le cheval comme mon bracelet en nylon, enfin, mon bracelet en tissu, là, qui était imprégné de mon odeur. Il est plutôt compact, il tient bien en fait, hein, avec son petit aimant et tout. C'est un très joli produit. Puis voilà, je voulais vous en parler un petit peu et le placer un peu dans ces news du jour, qui nous permettra directement d'enchaîner avec la news suivante. Pas besoin de faire de conclusion. Je vais parler du Moto G35, apparemment nouveau Motorola, disponible en plus sur Amazon, donc disponible à l'international pour 135 € et surtout disponible sur Amazon à 189 €. J'aimerais que tu nous dises un petit peu. Que vaut-il par rapport à la concurrence et Motorola est-il encore dans la course? Très bien, Greg. Parlons de ce Moto G35. Un modèle qui cherche à maintenir Motorola dans la compétition, surtout dans le segment des smartphones à moins de 200 €. Alors, voyons ce qu'il propose et s'il peut vraiment rivaliser avec des marques comme Realme ou Redmi. Design et écran. Le Moto G35 affiche un design qui se distingue par son dos en cuir vegan, une touche premium assez rare dans cette gamme de prix. Son écran FHD+, de 6,72 pouces offre une bonne netteté et luminosité pour le streaming ou le gaming. Cependant, avec un taux de rafraîchissement limité à 120 Hz, il est déjà un peu en retrait par rapport à des concurrents proposant des écrans AMOLED avec des contrastes plus profonds. C'est vrai. Performance, correct, mais limité. Ouais. Sous le capot, on trouve un processeur Unisoc T760, couplé à 4 Go de RAM extensible et 256 Go de stockage interne. C'est suffisant pour les tâches quotidiennes comme la navigation, les réseaux sociaux et le streaming, mais ça montre vite ses limites sur les jeux gourmands ou le multitâche intensif. C'est vrai. À ce prix, des alternatives comme le MediaTek Dimensity 6920 ou des Snapdragon de milieu de gamme offrent de meilleures performances. Caméra, classique, sans éclat.
Le Moto G35 propose une caméra principale 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Les photos sont correctes, mais ils ne brillent pas dans des conditions de faible luminosité. Côté selfie, le capteur de 16 mégapixels fait le job pour les appels vidéo et les réseaux sociaux, mais on reste dans du basique. Autonomie et recharge. Avec une batterie de 5000 mAh, le Moto G35 tient facilement une journée complète. Mais sa charge rapide à seulement 18 watts est un point faible face à des concurrents qui montent jusqu'à 33 watts dans cette gamme de prix. Carrément. Comparaison avec la concurrence. Redmi Note 12, 209 €, écran AMOLED 120 Hz, charge rapide 33 watts, mais stockage limité à 128 Go. Realme Narzo 69 €, processeur MediaTek Dimensity 620, design moderne, mais autonomie légèrement inférieure, 4800 mAh. Samsung Galaxy M14 169 €, batterie de 6000 mAh et interface One UI, mais écran limité à 90 Hz. Verdict, le Moto G35 à 189 € sur Amazon reste une option correcte pour les utilisateurs modestes, séduits par son design premium et ses 256 Go de stockage généreux. Cependant, il est dépassé en termes de performance et innovation et peine à rivaliser avec des modèles comme le Redmi Note 12 ou le Realme Narzo 60X qui offrent davantage de fonctionnalités pour quelques euros de plus. Greg, tu en penses quoi, toi? Est-ce que Motorola peut encore convaincre en 2024 ou est-ce qu'il reste pour toi une marque du passé? Motorola, je vous rappelle, a été racheté et dépouillé par Google et Windows pour finir chez Lenovo, qui essaie de garder un petit peu la marque. Et on en parlera peut-être à la fin dans le fun fact au niveau des processeurs Unisoc, parce que j'ai une news là-dessus directement depuis la Chine. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi on trouve de plus en plus de processeurs Unisoc. Tu me le rappelleras après le Vivo, s'il te plaît. Je trouve que bon, le téléphone, il est intéressant, mais encore une fois, il va s'adresser à certains marchés sur lesquels Lenovo n'arrive pas à entrer et arrivera à rentrer avec Motorola. Après, il est clair que en Europe, oui, la plupart, vous allez me dire, oui, le Redmi, il fait mieux. C'est flagrant. C'est flagrant. Donc, du coup, je pense que Motorola aura du mal à trouver sa cible, sauf pour les fans de Motorola qui veulent absolument et qui aiment bien la marque et tout. Mais c'est vrai que bon, le processeur et tout, bon, c'est pas une bête de performance et on peut facilement trouver mieux au même prix. Après, encore une fois, certains ont des affinités avec des marques qu'on peut pas comprendre. Tu me fais une petite conclusion rapide et on enchaîne directement avec la news suivante parce qu'on est à la bourre. Bien sûr, Greg. En résumé, le Moto G35 est un téléphone qui tente de séduire avec son design premium et son stockage généreux. Cependant, face à des concurrents comme le Redmi Note 12 ou le Realme Narzo 60X, il peine à convaincre avec ses performances limitées et une charge rapide dépassée. Ce modèle peut trouver preneur auprès des nostalgiques de Motorola ou sur des marchés spécifiques, mais il aura du mal à s'imposer en Europe face à des alternatives plus compétitives. Passons maintenant au Vivo X200S, qui lui semble viser un public bien différent et promet des caractéristiques très intéressantes. Je te laisse introduire cette news. Alors oui, Vivo vient de nous sortir encore un nouveau téléphone. Encore une fois, on voit que les marques nous sortent une gamme ou une série et le déclinent en version normale, pro, ultra. Et là, c'est Vivo qui nous arrive avec un X200S. Voilà. Alors, ils nous annoncent le top du top pour 800 €. Alors, ça peut paraître cher, mais le top du top chez les autres, c'est 1500 balles. Donc, si à 800 €, on peut avoir le top du top de la crème, c'est bien. À toi de nous dire maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau X200S? Le Vivo X200S arrive en force en proposant des caractéristiques premium à un prix bien plus accessible que les flagships traditionnels, tout en restant sous la barre des 800 €. Voici ce que ce téléphone a dans le ventre. Caractéristiques techniques du Vivo X200S. Écran LTPS de 6,67 pouces. Résolution 1.5K, offrant des visuels clairs et nets tout en réduisant la consommation énergétique grâce à cette technologie optimisée. Processeur MediaTek Dimensity 9400. Gravé en 4 nm, ce chipset promet des performances élevées pour le gaming, le multitâche intensif et les applications exigeantes. Mémoire SDR et stockage. 16 Go de RAM pour une fluidité totale et jusqu'à 1 TB de stockage interne. Parfait pour les gros utilisateurs de contenu. Batterie de 5800 mAh avec charge rapide, 90 watts. Une autonomie solide et une recharge ultra rapide pour rester productif. Appareil photo. Triple capteur principal de 50 mégapixels
avec des performances solides en photo, particulièrement en faible luminosité, et des options pour des clichés ultra détaillés. Comparaison avec ses concurrents. 1. Xiaomi 13T Pro, 749 € offre un écran AMOLED et une caméra Leica, mais une autonomie un peu en retrait. 2. Realme GT5, 749 € intègre un Snapdragon 8 Gen 3 et un design premium, mais moins d'options de stockage. 3. Samsung Galaxy A54, 559 €, un peu moins cher avec un écran AMOLED 120 Hz, mais des performances globales inférieures. Point fort et point faible. Point fort, excellent rapport qualité-prix pour un modèle haut de gamme. Batterie et recharge rapide impressionnante. Performance idéale pour le gaming et la photographie. C'est vrai. Point faible. Écran LTPS moins séduisant qu'un AMOLED pour certains utilisateurs. C'est vrai. Manque de certification IP détaillée par rapport à certains concurrents. Conclusion, le Vivo X200S est une alternative séduisante pour ceux qui recherchent un téléphone polyvalent et puissant, mais qui ne veulent pas dépenser une fortune. À 800 €, il propose des spécifications qui rivalisent avec des modèles souvent bien plus chers. C'est un choix stratégique de Vivo pour attirer un public soucieux de son budget sans faire de compromis sur les performances. Greg, que penses-tu de ce positionnement et surtout de la stratégie de Vivo avec ce modèle? Eh ben, maintenant que tu nous en parles, j'ai beaucoup de mal. Déjà, j'aimerais que tu nous expliques en quoi le X200S est mieux que le X200. Moi, je trouve que le X200 était déjà très bien. Et ensuite, qu'est-ce que la technologie LTPS par rapport aux écrans IPS et par rapport aux écrans AMOLED? Alors, parlons d'abord des différences entre le Vivo X200S et le Vivo X200. X200S versus X200, quelles améliorations? Un écran. Le X200 propose un écran LTPS code curvé avec HDR10+, tandis que le X200S utilise un écran plat LTPS avec une résolution de 1.5K. Le X200 offre donc une meilleure expérience immersive avec ses bords incurvés et le support HDR10+. Mais le X200S compense par un design plus sobre et un écran qui consomme moins d'énergie. 2. Processeur. Les deux modèles utilisent le MediaTek Dimensity 9400, mais celui du X200 est gravé en 3 nm contre 4 nm pour le X200S, offrant théoriquement une meilleure efficacité énergétique et des performances légèrement supérieures. 3. Certification et résistance. Le X200 est certifié IP69, ce qui en fait un modèle ultra résistant à l'eau et à la poussière, tandis que le X200S n'a pas cette certification. En résumé, le X200 cible les utilisateurs cherchant un design premium et des performances maximales, tandis que le X200S est une version plus accessible sans pour autant sacrifier la majorité des spécifications clés. LTPS versus AMOLED, quelle différence? Un LTPS, Low Temperature Polysilicon. C'est une technologie avancée de rétroéclairage LCD utilisée pour des écrans haute résolution. Avantage, moins gourmand en énergie qu'un écran IPS standard. Permet des écrans plus fins et des taux de rafraîchissement élevés, comme les 120 Hz. Inconvénient, moins contrasté que l'AMOLED. Les noirs ne sont pas aussi profonds, car le rétroéclairage est toujours actif. 2. IPS In-Plane Switching, technologie LCD classique, souvent utilisée pour des écrans FHD dans les smartphones milieu de gamme. Avantage, couleur naturelle et bonne performance en angle de vision. Moins cher à produire. Inconvénient, consommation d'énergie plus élevée que LTPS. Moins performant pour les contrastes que l'AMOLED. 3. AMOLED, Active Matrix Organic Light Emitting Diode. Chaque pixel est auto-éclairé, ce qui permet d'éteindre complètement les pixels noirs. Avantage, contraste infini, noir parfait, couleur vive et saturation souvent supérieure. Plus léger et flexible, permettant des designs incurvés. Inconvénient, coût de fabrication élevé. Risque de burn-in à long terme, marquage permanent. Pourquoi Vivo a choisi le LTPS? Le LTPS est un compromis idéal entre le coût, la performance et l'efficacité énergétique. Vivo vise un segment où les utilisateurs veulent une bonne qualité d'affichage sans le surcoût d'un AMOLED. Avec un écran LTPS, ils garantissent des visuels fluides et précis tout en maintenant un prix compétitif. Greg, je suis curieuse. Toi, tu es plutôt AMOLED pour les contrastes, LTPS pour la polyvalence ou un bon vieux IPS pour la stabilité? Je suis comme tout le monde, hein.
Je suis un geek en devenir. Moi, je préfère la molette, bien évidemment, parce que c'est pourquoi plus joli. Après, je comprends que c'est au niveau des coûts. Bon, il est clair que plus on va regarder la fiche, plus on se rendra compte que, je pense qu'il y a des erreurs dans la transcription qui nous est envoyée dans les communiqués de presse, où c'est exactement les mêmes téléphones, le 200 et le 200S, si ce n'est qu'il y en a un, le premier, le 200, qui a un écran incurvé, et que du coup, à mon avis, ce 200S est exactement le même, mais avec un écran plat. Je pense qu'il y a vraiment aucune différence entre les deux. Donc voilà, c'est pour ça, à mon avis, le 200S, c'est une version plate du version 200, puisque beaucoup n'aiment pas les écrans incurvés. Je pense que voilà, le résumé, il est là, et que après tout le reste, ça reste du blabla marketing pour vous dire, waouh, c'est exactement les mêmes téléphones, et ce qui paraît cohérent. Donc j'aimerais maintenant que tu me fasses une conclusion finale. Pas besoin de faire de conclusion sur le X200, parce qu'on a compris. Fais-nous la conclusion finale pour que l'abonnement, les likes, les commentaires, le mot de la fin. Ah oui, demandez mon anecdote, mon fun fact, et puis ça sera bon. Bien sûr, Greg. Je vais faire une conclusion globale et rapide avec tout ce qu'il faut pour boucler ce podcast comme il se doit. Voici. En résumé, aujourd'hui, on a exploré une belle variété de produits. Des smartphones Humidigi Note 100 qui peinent à convaincre face à la concurrence, un bracelet magnétique pour mi-band qui combine style et prix imbattable, carrément, un Moto G35 qui reste solide mais manque un peu de souffle, et enfin ce Vivo X200S qui semble être une version plate de son grand frère incurvé, le X200. Exactement. On voit que chaque marque tente de se positionner sur différents marchés, avec plus ou moins de succès. Et maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces produits, lequel vous intrigue le plus, ou même si vous en avez déjà testé un. N'oubliez pas que tous les pouces sont permis ici. Donc un pouce en l'air ou un pouce en bas, c'est comme vous voulez, mais faites-le. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains podcasts. Petit rappel, si vous voulez soutenir le projet, allez sur Tipeee, où je partage en avant-première toutes mes reviews et les coulisses de cette chaîne. C'est un bon moyen de nous aider à continuer cette aventure. Et Greg, avant de clôturer, je crois que tu as un fun fact pour aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de processeur Unisoc qu'on voit de plus en plus? Alors, petit fun fact du jour, vous allez voir de plus en plus de processeurs Unisoc dans les smartphones chinois pour plusieurs raisons. Les coûts du processeur Unisoc sont vachement moins chers puisque les processeurs Unisoc sont les premiers et certainement les seuls processeurs à être made in China, tout ça. Alors, ils sont un peu dépassés technologiquement par rapport aux concurrents qui sont fabriqués à Taïwan par TSMC, mais ils ont le mérite d'exister. Et ils sont pas chers. Donc, beaucoup de fabricants vont, utiliser ces processeurs pour des raisons de coût. S'ils veulent sortir des téléphones pas chers, ils peuvent utiliser ces processeurs. Et deux, en fait, acheter beaucoup de processeurs chinois permettra de dynamiser le marché et quelque part pousser Unisoc à investir. S'ils vendent beaucoup, ils vont pouvoir investir plus pour pouvoir améliorer leur technologie et ainsi graver de plus en plus finement. Donc plus les Chinois vont investir dans Unisoc, plus Unisoc va croître et pas rattraper leurs concurrents, mais arriver à des niveaux qui sont similaires. Donc on voit qu'il y a une espèce de... il y a déjà un embargo avec Huawei concernant les processeurs et tout. Et ça, les Chinois en sont conscients et se disent, tiens, si on peut avoir un acteur qui peut être un bon challenger et si on peut les soutenir, donc du coup, c'est intéressant. 1, ils sont pas chers. 2, c'est chinois. Et 3, ça leur permettrait d'être vraiment indépendants en investissant massivement chez Unisoc en disant, on investit dedans, ils vont avoir du pognon, ils vont faire évoluer leur technologie et enfin, ils auront leur propre solution et ils n'auront plus besoin, quelque part, de TSMC. Ils auront un plan B. Et ça qui est un peu intéressant. Voilà. C'était le petit fun fact. On peut finir et puis dire au revoir. Merci pour ce fun fact, Greg. Franchement, super intéressant de voir comment la Chine mise sur ses propres solutions pour devenir indépendante technologiquement. Exactement. C'est une stratégie vraiment fascinante qui pourrait changer le paysage des processeurs dans les années à venir. Voilà, pas mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette formule avec 4 news. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que vous préférez que je me concentre sur une news, quitte à faire 2 vidéos? Voilà, à vous de me dire en commentaire et comme ça permettra de m'adapter demain. Donc rendez-vous demain.